Aujourd'hui, nous allons parler de l'indication de l'arthroplastie totale de coude versus hémiarthroplastie dans les fractures de l'humérus distal. Et avant de commencer, le disclosure, je précise que je suis consultant pour Stryker Upper Extremities. On m'a souvent demandé comment je posais mes indications d'arthroplastie traumatique du coude. Dans mon expérience personnelle, c'est assez simple finalement. Mon indication d'arthroplastie dans les traitements des fractures articulaires de l'humérus distal, elle est basée sur 3 critères. Le premier, c'est l'âge. Le deuxième, c'est l'état osseux. Et le troisième, c'est l'état articulaire du coude. Bon, par contre, quand je parle d'âge, je parle bien sûr d'âge physiologique. Et dans mes cours, j'aime bien parler même d'âge fonctionnel. Alors c'est une formule qui ne veut rien dire sur le plan scientifique, mais que tout le monde comprend. Il s'agit de l'âge du patient qui serait pondéré par son niveau d'activité fonctionnelle. Et cet âge fonctionnel, il permet déjà de poser les grands repères pour les indications d'arthroplastie traumatique du coude. Ces repères qu'il faudra ensuite bien sûr moduler, affiner en fonction de l'état osseux et de l'état articulaire du patient pour permettre un traitement à la carte. Et donc pour commencer, il faut poser la première règle. La première règle, c'est qu'avant 50 ans, toute fracture de l'humérus distal doit être ostéosynthésée. Toute. Sauf cas, bien sûr, exceptionnel, il n'y a pas de place pour l'arthroplastie chez l'homme jeune, et vous devrez vous efforcer de reconstruire à tout prix la palette humérale, quitte à utiliser des greffes de crête iliaque pour reconstruire les colonnes. Et par contre, passé 75 ans d'âge fonctionnel, je considère que l'arthroplastie totale de coude doit être systématiquement discutée. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'elle est systématiquement indiquée, mais chez les patients qui ne font plus d'exercice en force, mais qui restent autonomes et qui souhaitent une récupération rapide avec un maintien de leur score MEPS bon à excellent et une autonomie dans leurs activités du quotidien, alors l'indication d'arthroplastie doit être réfléchie et discutée en fonction de l'état osseux et de l'état articulaire de ces patients. Et puis depuis quelques années est apparu ce que l'on pourrait appeler un cône d'ombre, en tout cas une période à cheval sur la période des ostéosynthèses et la période des arthroplasties totales de coude, et dont les limites d'âge sont un peu floues. Cette période, elle va s'étendre d'une population de patients de 50 ans avec une fracture non reconstructible à une population de patients de 80 ans très actifs. Et ce cône d'ombre, cette cohorte de patients, c'est là-dedans qu'on va avoir les indications d'hémiarthroplastie. Et donc, malgré ces landmarks qu'on vient de poser, nous avons quand même de larges périodes d'âge où il va coexister à la fois des indications d'arthroplastie totale de coude, d'hémiarthroplastie et d'ostéosynthèse. Mais si on est sur une population de patients avec un état osseux et un état articulaire parfait, alors c'est l'âge fonctionnel qui va prévaloir et il faudra rester là aussi très simple. Donc, dans une population de patients avec un état osseux et articulaire parfait, tout patient qui a une fracture reconstructible doit être reconstruite. Et pour les patients avec une fracture non reconstructible, il faudra être particulièrement attentif aux objectifs fonctionnels du patient. Parce que notamment, l'arthroplastie totale de coude, contrairement à l'hémiarthroplastie, n'autorise pas les patients à soulever plus de 7 kg. Alors c'est une règle qui n'a jamais vraiment fait l'objet de publications robustes dans la littérature, mais qui à l'heure d'aujourd'hui est considérée comme un axiome de vérité, et que j'inclus dans mon raisonnement. D'autres études beaucoup plus robustes biomécaniques ont également montré, pour les prothèses à charnière, donc les prothèses totales de coude, une augmentation significative des contraintes sur le polyéthylène, et donc une usure prématurée du PE, lorsque les patients faisaient des mouvements d'abduction d'épaule. Et c'est la raison pour laquelle je considère que l'hémiarthroplastie doit être privilégiée autant que faire se peut chez les patients avec un niveau fonctionnel moyen à élevé. Pour ce qui est des patients de plus de 85 ans avec une bonne autonomie, alors pour moi il n'y a plus qu'une indication de prothèse totale de coude. Parce qu'à partir de cet âge-là, je considère que l'ostéopénie est systématique et que la récupération rapide de la fonction doit être l'objectif principal. Et donc, dans cette population âgée et autonome, seule la prothèse totale de coude permettra, en 1 heure de chirurgie, de récupérer un score fonctionnel très satisfaisant à court terme. Mais comme je vous l'ai dit, la prise en charge des fractures de l'extrémité distale de l'humérus, c'est un traitement qui doit se faire à la carte. Et donc, chez les patients de plus de 50 ans, il faudra également considérer l'état osseux et articulaire pour décider de la meilleure indication. Et donc il est primordial de vérifier s'il y avait une atteinte arthrosique du coude avant le traumatisme. Et vérifier si cette dernière est primaire ou secondaire, à savoir une arthrose post-traumatique ou encore une arthropathie hémophilique ou rhumatoïde. Il faudra toutefois faire preuve bien sûr de discernement parce que tout ne se vaut pas. Il s'agira de prendre surtout en considération le retentissement de l'arthropathie sur la fonction,
Est-ce que mon patient, avant le traumatisme, avait déjà un coude qui était raide, qui était douloureux, qui était instable, pour lequel il y avait déjà une indication de débridement arthroscopique, voire même d'arthroplastie? Une arthrose primaire asymptomatique ne devra en aucun cas remettre en cause l'indication d'ostéosynthèse, voire même d'hémiarthroplastie dans certains cas. Par contre, il est vrai que les arthropathies secondaires, et en particulier les arthropathies hémophiliques ou rhumatoïdes, sont généralement symptomatiques chez les patients qui ont plus de 50 ans. Il existe souvent même une déformation qui est déjà très présente avec une atteinte articulaire très sévère. Et dans ces cas-là, la prothèse totale de coude est la seule indication viable. Et l'autre élément à prendre en compte dans notre réflexion, c'est l'état osseux du patient. Alors, l'ostéopénie, ça reste quand même très corrélé à l'âge des malades. Et en cas d'ostéopénie sévère, l'ostéosynthèse est contre-indiquée. Elle n'est tout simplement pas réalisable chez ces patients et elle ne permet pas des montages suffisamment stables. Donc pour les patients avec un grand âge et avec un objectif fonctionnel qui reste faible, n'oublions pas que l'abstention thérapeutique, qui va consister en une immobilisation plâtrée entre 3 et 6 semaines, reste une option sûre, parce qu'elle va permettre la conservation d'une fonction minimale, mais compatible avec ses objectifs du quotidien, et un niveau de douleur qui sera faible à nul, et sans bien sûr le risque d'une chirurgie. Par contre, chez les patients âgés, avec une bonne autonomie, mais une ostéopénie évoluée, alors il faudra considérer comme seule option la prothèse totale de coude. Par contre, si on choisit l'option arthroplastie, alors il va falloir se poser la question de la synthèse ou non des colonnes de l'humérus fracturé. Parce qu'en effet, les fractures de la palette humérale peuvent concerner à la fois la colonne latérale et la colonne médiale, et on peut se retrouver donc avec une perte osseuse très importante. Mais là aussi, les choses doivent être assez simples. Votre repère, c'est la fossette olécrânienne. Et si votre fracture ne dépasse pas la pointe proximale de la fossette olécrânienne, vous pouvez utiliser n'importe quelle taille d'implant huméral et ne pas fixer les colonnes. Par contre, pour les traits de fracture qui vont jusqu'à 2 cm au-dessus du bord proximal de la fossette olécrânienne, vous devrez opter pour des implants d'une taille de 15 cm ou plus et avec un aileron augmenté. Lorsque vous mettez une prothèse totale de coude pour une fracture de la palette humérale, les contraintes vont passer par la charnière. Il n'est donc pas indispensable de reconstruire les colonnes. Par contre, la littérature tend à montrer que les montages sont d'autant plus stables que les colonnes sont reconstruites autour de l'implant huméral. Moi, dans ma pratique, lorsque la fracture va au-delà de la fossette olécrânienne et que les colonnes peuvent être fixées, alors je fixe systématiquement ces colonnes, que ce soit pour une hémiarthroplastie ou pour une prothèse totale de coude. Et il y a bien sûr plusieurs techniques pour fixer ces colonnes. Moi, j'utilise une technique qui est assez simple, avec la prothèse que je pose dans les fractures de la palette humérale, qui est la prothèse latitude de chez Stryker. Donc la prothèse latitude de chez Stryker possède un implant huméral pourvu d'un tunnel qui le traverse au niveau du capitulum et de la trochlée. Donc je passe à travers ce tunnel 2 fils. Puis je fais passer ces 2 fils au travers de 2 tunnels osseux que j'ai créés dans chacun des épicondyles. J'ai donc 2 fils qui passent à travers les 2 épicondyles et mon implant. Puis simplement, je noue ces 2 fils de part et d'autre afin de coller l'épicondyle latéral et l'épicondyle médial sur le bord latéral et le bord interne de mon implant huméral. Puis je viendrai ensuite fixer ces 2 colonnes par 2 plaques anatomiques d'humérus distal. J'utilise des plaques longues, donc il faudra veiller bien sûr à ne pas entraîner de compression, notamment du nerf radial, mais aussi du nerf ulnaire. Et j'utilise des plaques longues bien sûr pour éviter les conflits avec la tige. J'utilise aussi des plaques longues pour permettre au ciment d'aller jusqu'au bout de la tige. Parce qu'en fait, le conflit entre la tige de l'implant huméral et les vis est rare, parce que les tiges sont fines. Par contre, si vous mettez des vis un peu trop distales, le risque, c'est surtout de ne pas cimenter sur toute la hauteur de l'implant. Et cette cimentation incomplète peut faire le lit d'un descellement. Vous pouvez fixer ces plaques avec l'implant d'essai. Et lors de la pose de l'implant définitif, il faudra seulement être vigilant à la qualité de la cimentation et veiller à ce que le ciment remplisse bien tout le fût jusqu'à la bonne hauteur. Par contre, moi je vous déconseille de fixer les colonnes en premier, parce que c'est vrai que c'est tentant, mais si vous fixez les colonnes en premier et sans implant d'essai ou d'implant définitif, c'est le meilleur moyen de créer un conflit entre l'implant et l'ostéosynthèse, et d'avoir une prothèse qui pour le coup est mal positionnée, soit elle sera trop valgus, soit elle sera trop varus, et ça va créer des douleurs, des décellements, des instabilités. Alors maintenant que vous savez
quand et comment on fixe les colonnes d'une fracture distale de l'humérus pour laquelle on veut mettre une arthroplastie, on va aborder le dernier point qui est celui de la voie d'abord. Donc il y a 3 grandes catégories de voies d'abord qui sont définies selon leur approche du triceps. Il y a les voies d'abord qui vont consister à récliner l'appareil extenseur, d'autres qu'on appelle des splitting approach et qui vont consister à inciser à travers le triceps et son tendon, et enfin la catégorie sparring qui, comme son nom l'indique, consiste à épargner l'appareil extenseur. Et c'est cette voie d'abord que j'utilise. Mais avant de rentrer dans le détail de chacune de ces voies, il y a un point commun à chacune d'entre elles qui est le premier temps de la voie d'abord, qui consistera en une neurolyse du nerf ulnaire. Ce dernier devra être mis sur l'axe et récliné. L'une des voies d'abord les plus classiques pour l'arthroplastie totale de coude, ça reste la voie de Brian Morey, qui est une triceps reflecting. C'est une voie d'abord que j'ai vue pratiquer par le professeur Mansat au CHU Toulouse lorsque j'étais interne, et elle va consister à récliner l'appareil extenseur, donc triceps et on connaît, de médial à latéral, et ensuite un releasing des complexes ligamentaires latéraux et médiaux permettra de voir l'articulation du coude dans son entièreté. En fin d'intervention, l'appareil extenseur est recollé sur la face postérieure de l'écrâne via une suture avec des fils qui passeront via des tunnels transosseux qui sont au nombre de 2 ou de 3. Puis ensuite, le triceps splitting qui va consister à lever une languette de triceps et de son tendon pour avoir accès à l'humérus distal. Alors personnellement, je ne pratique pas cette voie d'abord parce que je trouve qu'elle offre une mauvaise visibilité sur l'articulation et qu'elle augmente le risque de faiblesse post-opératoire de l'appareil extenseur. Et d'ailleurs, la littérature rapporte un taux plus élevé de rupture du triceps avec cette voie. Et la rupture du triceps sur une prothèse totale de coude, c'est un peu l'équivalent de la rupture de l'appareil extenseur sur la prothèse totale de genou. Ça peut être dramatique pour la fonction du patient. Donc c'est une voie d'abord que je ne conseille pas. Et puis il y a l'olécraniotomie, qui est un grand classique des fractures de la palette humérale. Moi je l'utilise pour les ostéosynthèses de l'extrémité distale de l'humérus, mais je ne l'utilise pas pour les ennemis arthroplastie traumatique. Pour autant, j'aurais tendance à la recommander pour les chirurgiens qui n'ont pas encore réalisé d'hémiarthroplastie traumatique, pour des raisons qui ne sont pas vraiment scientifiques, mais davantage psychologiques. C'est lorsqu'on n'a pas l'expérience d'une technique chirurgicale, c'est bon de commencer l'intervention par une voie d'abord qu'on maîtrise parfaitement. Et l'olécraniotomie, tous les chefs de clinique et les gens qui font de la traumatologie maîtrisent cette voie d'abord parce que c'est la voie d'abord de la palette humérale. Et puis cette voie d'abord vous permettra d'avoir une très bonne visibilité de la portion distale de votre humérus. Par contre, j'attire votre attention sur un point très important, c'est la hauteur de votre implant huméral lorsque vous faites une olécraniotomie. Si vous positionnez votre implant trop bas, vous n'arriverez pas à fermer votre ostéotomie parce que vous allez distracter votre articulation. Et donc, lorsque vous avez des fractures qui vont aller au-delà de la fossette olécranienne, il est particulièrement important d'être vigilant au bon positionnement de votre implant huméral. Et puis pour finir, il y a la voie paraolécranienne. Elle est très simple et très efficace. Je l'ai vue pour la première fois lors de mon fellowship chez le professeur Van Rayet et je l'ai adoptée pour toutes mes chirurgies de prothèses de coude. Et donc elle consistera à libérer le triceps sur son bord interne et son bord externe. Donc on passe entre l'enconé et le triceps en latéral et en médial on passe entre le fléchisseur ulnaire du carpe et le triceps. On résèque la capsule postérieure et on release les complexes ligamentaires latéraux et médiaux ou on récline les épicondyles qui sont fracturés. Et ainsi, vous pouvez luxer l'articulation et vous pouvez réaliser facilement une hémiarthroplastie ou une prothèse totale de coude et reconstruire vos colonnes comme bon vous semble. C'est pour moi la voie d'abord qui est la plus simple, la plus rapide et la plus sûre. Et donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il s'agit véritablement d'une chirurgie à la carte, où il va falloir s'adapter à l'âge fonctionnel de nos patients, à la sévérité des atteintes osseuses, ainsi que des atteintes articulaires, pour leur proposer un traitement avec la meilleure stabilité possible. Car c'est cette stabilité du montage, cette stabilité articulaire, qui va permettre de rééduquer précocement nos patients afin d'assurer une récupération fonctionnelle rapide à court terme et un maintien du montage à long terme. Et donc, face à une fracture de l'humérus distal, on doit d'abord considérer l'âge fonctionnel de nos patients, car en dessous de 50 ans, on fixera systématiquement ces fractures. Mais passé 50 ans, il faudra réfléchir et savoir proposer une chirurgie à la carte. En cas de fracture non synthésable ou d'atteinte ostéo-articulaire trop importante, alors l'hémiarthroplastie semble être l'option de choix chez les patients les plus jeunes. Pour autant, chez les patients avec une arthropathie avancée et symptomatique, présente avant le traumatisme, la prothèse totale de coude est le traitement de choix.